C'est l'été. Et l'été, comme ce fut le cas l'année dernière, je vous raconte une histoire vraie. J'ai choisi aujourd'hui de vous raconter l'incroyable histoire du logiciel génial TrueCrypt. Cela faisait longtemps que je voulais enquêter sur ce sujet et que, faute de temps et de matière, je ne l'avais pas fait. Mais le temps est venu de vous raconter cette histoire qui mêle mystère, inconnu, cybersécurité, FBI et crime, rien que ça. Restez avec moi pour cette histoire et vous ne le regretterez pas. Le 28 mai 2014, quelque chose d'étrange se produisit sur Internet. Ce n'est pas une vulgaire panne, et encore moins une cyberattaque spectaculaire, ni un piratage logoté de têtes de mort et accompagné de musique techno douteuse. Non, pas du tout. Quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Le site officiel du logiciel TrueCrypt, l'un des logiciels open source de chiffrement les plus puissants, les plus utilisés et respectés au monde, affiche soudain un message glaçant. L'utilisation de TrueCrypt n'est pas sécurisée car il peut contenir des failles non corrigées. Et là, dans la communauté cyber et chez les utilisateurs, c'est un silence sidéré. Parce que TrueCrypt, ce n'était pas un petit logiciel oublié au fond d'un forum de geek. Non, TrueCrypt, c'était le coffre-fort numérique des journalistes, des activistes, des lanceurs d'alerte, des chercheurs et de toutes les personnes qui avaient une très bonne raison de ne pas vouloir que leurs fichiers soient lus par n'importe qui, n'importe où. Alors vous pensez que lorsqu'on se croit en sécurité et qu'un jour les créateurs du fameux logiciel nous conseillent de ne plus utiliser leur outil, cela fait d'abord froid dans le dos, mais ensuite cela fait peur. Il n'y a pas que ce message d'étrange. Les développeurs qui étaient anonymes ne disent pas simplement on arrête. Ils publient une version 7.2, presque inutile puisqu'elle ne permet plus de chiffrer les informations, mais juste de les déchiffrer. Cela donne l'impression que c'est la dernière bouée de sauvetage avant fermeture définitive. Chacun est appelé à extraire ses données chiffrées et à les stocker en clair. Imaginez la panique. Arrive ensuite un message tout aussi délirant. Ils recommandèrent aux utilisateurs de migrer vers BitLocker, l'outil de chiffrement de Microsoft. Outil dont on sait aujourd'hui qu'il est troué de partout, les clés de chiffrement de votre disque étant stockées dans le cloud de Microsoft, ce qui finalement est une sorte de backdoor avec un accès direct pour Microsoft. Et on sait maintenant que Microsoft a fourni ses clés sur demande au FBI. Des attaques sur la chaîne de récupération de Windows WinRE permettaient aussi de contourner le chiffrement. Pour en revenir au message sur l'usage de BitLocker, c'est comme si un célèbre fabricant de coffres-forts disait soudain « Nos coffres sont dangereux, mettez vos bijoux dans une boîte en carton, mais une boîte en carton certifiée par une multinationale. » Étrange, très étrange même. Et comme dans toute bonne enquête, il faut commencer par la question essentielle. Qui avait intérêt à tuer TrueCrypt ? Le message d'arrêt de TrueCrypt est bien apparu fin mai 2014 avec une recommandation de migration vers d'autres solutions et la version finale 7.2 a profondément choqué la communauté de sécurité. En effet, des audits indépendants menés dans le cadre de l'Open Crypto Audit Project n'avaient pas trouvé de porte dérobée volontaire dans TrueCrypt, même s'ils ont relevé de petites faiblesses techniques. Alors, que se passait-il ? Avant de chercher le meurtrier, il faut connaître la victime. Donc on va s'intéresser à la petite histoire de TrueCrypt qui apparaît en 2004. Ses créateurs sont anonymes, ils n'ont pas de visage, pas d'interview, pas de conférence TED avec un micro-cravate et des slides bleu corporate. Juste du code et une promesse simple, nous allons vous permettre de créer un coffre-fort numérique que personne ne pourra ouvrir sans votre mot de passe. Le principe est assez facile à comprendre. Imaginez un fichier sur votre ordinateur. En apparence, ce fichier ressemble à un gros bloc de données incompréhensibles. Mais lorsque vous l'ouvrez avec TrueCrypt et que vous tapez le bon mot de passe, ce bloc devient un disque virtuel, comme une clé USB invisible. Vous pouvez y mettre vos documents, vos photos, vos archives, vos fichiers sensibles, puis vous refermez le volume et tout redevient complètement illisible. Pour un voleur, un policier, un collègue trop curieux ou un colocataire qui cherchait quelque chose sur l'ordinateur, ce fichier ne ressemble à rien. Juste du bruit, et en cryptographie, c'est exactement ce que l'on veut.
Le chiffrement, ce n'est pas cacher un fichier dans un dossier nommé Vacances 2012, ça c'est l'optimisme. Le chiffrement, c'est transformer une information lisible en quelque chose qui ressemble à du hasard pur. Pour revenir au fichier original, il faut une clé. Et dans ce cas précis, il faut aussi un outil comme TrueCrypt. Cette clé est créée d'après un mot de passe. On dit qu'elle est dérivée de ce mot de passe. Et on utilise plutôt un mot de passe car il est plus facile de se rappeler d'un mot de passe que d'une suite interminable de chiffres qui composeraient une clé. Mais attention, si vous avez bien suivi, votre mot de passe n'est pas directement la clé. Le logiciel le passe dans une sorte de moulin cryptographique pour obtenir la fameuse clé. L'idée est de rendre chaque tentative de devinette plus lente. Parce que les attaquants ne tapent pas AZERTY 1, 2, 3 à la main en buvant un café. Ils utilisent des machines qui peuvent tester des millions, parfois des milliards de possibilités. Donc le rôle du logiciel est simple, faire en sorte que chaque essai coûte cher en temps, en calcul, en électricité et idéalement en patience. TrueCrypt devient vite populaire parce qu'il est gratuit, multiplateforme, puissant et surtout parce qu'il propose une fonction presque romanesque, le déni plausible. Et là, l'histoire quitte le simple monde de la sécurité informatique, on entre dans le territoire de l'espionnage. Dans toute enquête policière, il y a un moment où l'on tombe sur un nom qui change l'ambiance de la pièce. Ici, ce nom, c'est Paul Calder-Leroux, programmeur brillant, passionné de cryptographie, créateur d'un logiciel appelé E4M. Pour encryption for the mass. Et E4M est important parce que TrueCrypt a été construit sur ses fondations. Jusque-là, rien de criminel. Sauf que Paul Leroux ne va pas rester un simple développeur. Il va devenir l'un des criminels les plus fascinants et les plus dangereux du XXIe siècle. Pharmacie illégale en ligne, trafic de drogue, armes, mercenaires, blanchiment, assassinat commandité. On dirait le CV d'un méchant de James Bond, sauf qu'ici, le type ne caresse pas un chat blanc. Il code. Et ce détail est essentiel parce que Leroux comprend très tôt une chose que beaucoup de criminels découvrent trop tard. Dans un monde numérique, le pouvoir n'est pas seulement dans les armes, il est dans les clés de chiffrement, les mots de passe, les disques que personne ne peut lire, les communications que personne ne peut intercepter. Même aujourd'hui, son lien exact avec TrueCrypt reste mystérieux. Il a reconnu être l'auteur d'E4M, mais il a nié être le créateur de TrueCrypt. Comme TrueCrypt vient en partie d'un héritage technique d'E4M, son ombre plane sur tout le dossier. Et c'est là que l'enquête devient fascinante, parce que TrueCrypt est peut-être l'un des seuls outils de l'histoire à avoir été utilisé à la fois par des activistes cherchant à protéger leur liberté, et par des criminels cherchant à protéger leur empire. Même technologie, deux usages opposés. C'est une règle fondamentale de la cryptographie, un cadenas ne choisit pas son propriétaire. Revenons maintenant à la scène de crime, le 28 mai 2014. Le site officiel de TrueCrypt change. Le message dit que le logiciel n'est plus sécurisé, la version historique TrueCrypt 7.1a est remplacée par une 7.2 limitée au déchiffrage. Et l'explication officielle tombe. Windows XP n'est plus supporté, Windows propose maintenant BitLocker, donc TrueCrypt n'est plus nécessaire. Pardon ? C'est à ce moment-là que les enquêteurs du monde cyber froncent les sourcils. Parce que TrueCrypt n'était pas seulement un outil Windows XP, il fonctionnait sur plusieurs systèmes. Il servait à créer des conteneurs, il offrait des volumes cachés, il était utilisé précisément par des gens qui ne voulaient pas dépendre uniquement d'une solution propriétaire. Alors, pourquoi arrêter tout aussi brutalement ? Pourquoi ce message dramatique ? Pourquoi conseiller BitLocker ? Et surtout, pourquoi les développeurs ne s'expliquent-ils pas clairement ? Une backdoor ou porte dérobée, c'est un accès secret, un moyen de contourner la sécurité officielle. Dans un logiciel de chiffrement, une backdoor serait catastrophique, parce que le principe d'un logiciel comme TrueCrypt, c'est « personne ne peut lire vos données sans votre clé ». Mais avec une backdoor, la phrase devient « personne ne peut lire vos données sauf celui qui connaît la clé »
ou le passage secret qui permet d'y accéder sans effort. Et le problème, c'est qu'une porte dérobée conçue pour les gentils, par exemple la police, finit toujours par intéresser les méchants. Un accès secret pour une agence peut devenir un accès secret pour un pirate, un régime autoritaire, une entreprise malveillante. C'est pour cela que la communauté crypto est extrêmement méfiante envers toute demande d'affaiblissement du chiffrement. Rapidement, plusieurs hypothèses apparaissent. Hypothèse numéro 1, le site a été piraté. Mais problème, la nouvelle version semble avoir été signée avec les clés légitimes du projet. Hypothèse numéro 2, les développeurs ont vraiment abandonné. Possible, mais pourquoi de façon aussi étrange ? Hypothèse numéro 3, quelqu'un les a forcés, et c'est ici qu'apparaît la théorie du Warrant Canary. Dans les mines de charbon, autrefois, avant les détecteurs modernes de gaz toxiques, les mineurs utilisaient parfois des canaris pour détecter les gaz. Si le canari mourait subitement, les mineurs savaient qu'il fallait sortir rapidement. Sur Internet, un warrant canary fonctionne un peu comme ça. Une entreprise ou un service publie régulièrement un message disant « Nous n'avons reçu aucune injonction secrète ». Si un jour le message disparaît, elle ne dit pas directement qu'elle a eu une injonction. Elle laisse comprendre que quelque chose a changé. C'est un signal indirect, une façon de parler quand on n'a pas le droit de parler justement. Dans le cas de TrueCrypt, la théorie est la suivante. Si les développeurs avaient reçu une demande secrète, et si on leur avait demandé d'ajouter une backdoor, et s'ils avaient préféré tuer leur logiciel plutôt que de le trahir. Ce n'est pas prouvé, mais l'idée colle à l'époque. Nous sommes juste après les révélations de Snowden, la planète découvre l'ampleur de la surveillance numérique, des outils de chiffrement deviennent soudain des enjeux géopolitiques. Et l'affaire Lavabit est encore dans toutes les mémoires. Lavabit était un service de mail sécurisé utilisé par Edward Snowden. Et il avait fermé en 2013 après un conflit avec les autorités américaines autour de l'accès aux clés de chiffrement. Ce précédent a alimenté les comparaisons avec TrueCrypt, même si aucune preuve publique ne démontre que TrueCrypt ait subi le même type de pression. L'idée est séduisante, peut-être trop séduisante, parce qu'une bonne enquête doit se méfier des histoires qui expliquent tout trop parfaitement. Alors il faut chercher des preuves, et dans le monde du logiciel, les preuves sont dans le code. Heureusement, avant même la disparition de TrueCrypt, une initiative avait commencé, l'Open Crypto Audit Project. Objectif, auditer TrueCrypt, c'est-à-dire examiner son code source, son architecture, ses algorithmes, ses générateurs de nombres aléatoires et chercher ce que tout le monde redoute, une porte dérobée. Un audit de sécurité, ce n'est pas une lecture tranquille, c'est une autopsie. On ouvre le logiciel, on inspecte les organes, on cherche les cicatrices, on vérifie si quelque chose a été implanté. Phase 1, architecture, compilation, chargeur de démarrage, résultat, pas de backdoor évidente. Phase 2, cœur cryptographique, résultat, pas de backdoor délibéré, pas de faille majeure qui rendrait TrueCrypt inutilisable dans la plupart des cas. Mais attention, tout logiciel n'est jamais parfait. Les auditeurs trouvent des faiblesses, notamment des points discutables dans l'implémentation, des risques théoriques, des zones qui mériteraient d'être corrigées. Mais ils ne trouvent pas le fameux passage secret. Les audits TrueCrypt ont conclu à l'absence de preuves de backdoor volontaire ou de défauts de conception sévères, tout en signalant des vulnérabilités et des limites techniques. Cela rend l'arrêt brutal du projet encore plus difficile à expliquer par une simple découverte catastrophique dans le code. Un audit c'est important, mais un audit ce n'est pas une bénédiction divine. Un audit dit à un moment donné, avec les moyens disponibles, des experts ont cherché certains problèmes et n'ont pas trouvé de catastrophe. Ce n'est pas pareil que ce logiciel est parfait jusqu'à la fin des temps. La sécurité informatique, c'est une enquête permanente.
Le code vieillit, les systèmes changent, les processeurs évoluent, les attaquants progressent, le logiciel peut être solide en 2015 et problématique 10 ans plus tard s'il n'est plus maintenu. Et c'est justement le drame de TrueCrypt. Même si le logiciel n'était pas truffé de portes dérobées, il était désormais abandonné. Et un logiciel de sécurité abandonné, c'est comme un bunker dont plus personne ne répare les fissures. Dans les enquêtes pour meurtre, il y a parfois un survivant. Ici, il s'appelle VeraCrypt. VeraCrypt est un fork de TrueCrypt, autrement dit, un projet qui reprend une base de code existante pour continuer dans une nouvelle direction. Son développeur principal, Mounir Idrasi, reprend l'héritage de TrueCrypt et tente de le renforcer. Et l'un des changements les plus importants concerne la résistance aux attaques par force brute. Une attaque par force brute, c'est quand un attaquant essaye des mots de passe encore et encore. Password, AZERTY 123, je suis un génie 2024, et ainsi de suite. Le but d'un logiciel comme VeraCrypt est de ralentir ses essais. Comment ? En transformant chaque tentative en un petit parcours du combattant mathématique. Quand vous tapez votre mot de passe, VeraCrypt ne l'utilise pas directement, il le passe dans une fonction de dérivation de clés avec beaucoup d'itérations. Une itération, c'est un tour de moulin. Plus il y a de tours, plus c'est lent. Pour vous, c'est pas très grave, vous attendez 1 seconde ou 2. Pour un attaquant qui veut tester des milliards de mots de passe, c'est l'enfer. C'est comme si chaque clé essayée demandait de remplir un formulaire administratif en 3 exemplaires. Très efficace, très français aussi quelque part. VeraCrypt augmente fortement ses paramètres par rapport à TrueCrypt. Résultat, les attaques par dictionnaire deviennent beaucoup plus coûteuses. Une attaque par dictionnaire, c'est quand vous prenez un fichier avec plein de mots de passe, peut-être des millions ou des milliards de mots de passe, qui sont des mots de passe classiques, souvent issus de fuites de données. Donc du coup, le logiciel peut essayer tous ces mots de passe classiques, et il en a beaucoup. Et si par hasard vous avez utilisé un de ces mots de passe classiques, et bien évidemment, l'attaque par dictionnaire va réussir beaucoup plus rapidement que si on essaye toutes les combinaisons possibles. Mais VeraCrypt ne s'arrête pas là. Le projet corrige aussi des faiblesses héritées, ajoute des protections et introduit plus tard des mécanismes pour protéger les clés présentes en mémoire vive. Car oui, même si votre disque est chiffré à un moment, votre ordinateur doit bien lire les données. Et quand il les lit, les clés existent quelque part, souvent en mémoire vive. Et la mémoire vive, c'est un autre champ de bataille. VeraCrypt documente des mécanismes introduits à partir de la version 1.24 pour mieux protéger les clés et mots de passe en mémoire, notamment du chiffrement en RAM avec SHA-12 et des mesures contre certains scénarios d'attaque physique. Les protections ont toutefois des limites et peuvent avoir un coût en performance. À ce stade, on pourrait être tenté de conclure « Parfait, j'installe VeraCrypt et je suis invincible ». Non, c'est ici qu'il faut faire une distinction essentielle. Le chiffrement protège très bien vos données au repos, c'est-à-dire quand votre ordinateur est éteint et quand le volume n'est pas monté. Mais quand vous utilisez vos fichiers, ils doivent bien être déchiffrés quelque part. Et là, l'attaquant a d'autres options. Il peut essayer de voler votre mot de passe avec un malware, il peut modifier le système de démarrage, il peut installer un keylogger, donc quelque chose qui mémorise les touches que vous tapez, il peut compromettre Windows, Linux ou macOS, il peut viser le matériel, il peut vous piéger avant même que le chiffrement entre en jeu. C'est ce qu'on appelle le modèle de menace. Le modèle de menace, c'est la question que beaucoup de gens oublient. Contre qui voulez-vous vous protéger ? Contre un voleur qui prend votre ordinateur dans un train ? VeraCrypt est excellent. Contre votre petit frère qui veut lire vos fichiers ? Cela devrait aller. Contre une entreprise qui récupère un vieux disque dur ? Très utile.
contre une agence de renseignement qui peut entrer chez vous, modifier votre machine, infecter votre système et surveiller votre clavier, là, ce n'est plus la même histoire. La cryptographie peut être mathématiquement solide, mais vous utilisez cette cryptographie sur une machine réelle, avec un système réel, des mises à jour réelles et des bugs réels. Et parfois, des utilisateurs réels qui mettent leur mot de passe sur un post-it. L'audit BSI Fraunhofer de VeraCrypt, publié en 2020, a estimé que VeraCrypt pouvait protéger la confidentialité d'un volume non monté, mais a aussi souligné des limites importantes. Volume monté exposé au système hôte, donc qui pourrait très bien être infecté par un malware, qui aurait pour but justement d'accéder à vos données chiffrées. Absence de garantie d'intégrité et d'authenticité, code hérité complexe et faiblesse de processus de développement. C'est la grande leçon de cette affaire. La cryptographie ne supprime pas la confiance, elle la déplace. Au lieu de faire confiance à un fournisseur cloud, vous faites confiance à un logiciel. Au lieu de faire confiance à un mot de passe simple, vous faites confiance à une bonne phrase secrète. Au lieu de faire confiance à la chance, vous faites confiance à des mathématiques, à du code, à des audits et à votre discipline. Et parfois, la faille n'est pas dans l'algorithme, elle est dans le monde autour. Et justement, en 2026, l'histoire connaît un nouveau rebondissement. Pas une faille cryptographique, pas une backdoor découverte dans VeraCrypt, pas un hacker masqué dans une cave, un problème administratif. Le compte développeur lié à VeraCrypt chez Microsoft est suspendu. Ce compte est crucial pour signer certains composants Windows, et là, il faut comprendre un concept important, la signature numérique. Quand vous installez un logiciel ou un pilote, votre ordinateur veut savoir est-ce que ce fichier vient vraiment du développeur annoncé. La signature numérique sert à cela. C'est un cachet cryptographique, elle ne prouve pas que le logiciel est parfait ou exempt de bugs ou de failles, mais elle prouve qu'il n'a pas été modifié depuis sa signature et qu'il vient bien de l'entité qui détient la clé pour faire la signature. Sur Windows, pour certains composants sensibles, notamment ceux liés au démarrage sécurisé, cette signature devient indispensable. Et c'est là que l'affaire VeraCrypt devient inquiétante. Si vous chiffrez votre système complet, VeraCrypt doit intervenir très tôt au démarrage, avant même que Windows soit complètement lancé. Avec les Secure Boot, la machine refuse de charger le code de démarrage qui n'est pas signé correctement. Donc si le développeur ne peut plus le signer, le logiciel se retrouve donc bloqué. Non pas parce que la cryptographie est cassée, mais parce que l'écosystème de confiance autour de Windows ne le laisse plus passer. En avril 2026, plusieurs médias spécialisés ont rapporté que les comptes développeurs liés à VeraCrypt, WireGuard ou Winscribe avaient été suspendus ou bloqués, compliquant la signature et la publication de composants Windows. Mounir Idrasi a ensuite indiqué avoir récupéré l'accès à son compte Microsoft Partner Center le 10 avril 2026. Et cette scène dit quelque chose de profond sur notre époque. Pendant des années, la grande peur autour de TrueCrypt était « et si la NSA cassait le chiffrement ?» Mais en 2026, la menace ressemble plutôt à « et si un compte développeur était suspendu par une procédure automatique ?» C'est moins cinématographique, mais presque plus terrifiant. Parce qu'on découvre que la liberté numérique ne dépend pas seulement des algorithmes, elle dépend aussi des certificats. Il y a un nouveau shérif en ville, et ce n'est pas la NSA ou un gouvernement, c'est une société complètement privée qui s'arroge le droit de vie ou de mort sur les logiciels que vous écrivez. Vous dépendez maintenant des comptes développeurs, des politiques de plateforme, des formulaires de vérification, des infrastructures contrôlées par quelques géants, et de la censure d'une entreprise privée. La cryptographie peut être solide, mais si l'écosystème vous coupe l'accès à la signature, votre logiciel peut se trouver à genoux. Bienvenue dans le cyberpunk administratif. Alors récapitulons. Qui a tué TrueCrypt ? Suspect numéro 1, les développeurs eux-mêmes. Peut-être étaient-ils fatigués. Peut-être le code était-il devenu trop lourd pour eux. Peut-être ne voulaient-ils pas porter la responsabilité d'un outil aussi sensible.
Suspect numéro 2. Une faille secrète, mais les audits n'ont pas trouvé de preuve de catastrophe ou de backdoor volontaire. Suspect numéro 3. Une pression gouvernementale. C'est la théorie la plus romanesque. Un ordre secret, une demande d'ajouter une porte dérobée, une équipe anonyme qui choisit le sabotage plutôt que la trahison. Possible? Oui. Prouvé? Non. Suspect numéro 4. La confiance elle-même. Et c'est peut-être le suspect le plus intéressant. TrueCrypt reposait sur un paradoxe. C'était un logiciel de confiance créé par des gens sans identité publique, un outil censé protéger contre les secrets du pouvoir, mais développé dans le secret absolu. Pendant 10 ans, ce paradoxe a tenu, puis un jour, il a explosé. Et VeraCrypt hérite de cette contradiction. Il est plus maintenu, plus renforcé, plus moderne, mais il repose aussi sur une base de code ancienne, sur une petite équipe et sur un écosystème où même un problème de signature Microsoft peut devenir un problème mondial. La morale n'est donc pas TrueCrypt est mauvais, ni VeraCrypt est invincible. La morale est plus subtile. La sécurité n'est jamais un objet, c'est une chaîne. Et une chaîne casse toujours par son maillon le plus faible. Parfois ce maillon est mathématique, parfois c'est du code, parfois c'est un mot de passe faible, parfois c'est l'ordinateur qui est infecté, parfois c'est l'utilisateur le problème, et parfois c'est juste un bouton « compte suspendu ». L'histoire de TrueCrypt est l'une des plus fascinantes de la cybersécurité parce qu'elle mélange tout, la cryptographie, l'anonymat, la surveillance, le crime organisé, les lanceurs d'alerte, les audits, les théories, les plateformes. Et cette question qui ne disparaît jamais, à qui peut-on faire confiance ? TrueCrypt est mort sans donner de véritable explication, mais son héritage a survécu. Dans VeraCrypt, dans les débats sur le chiffrement, dans les outils de protection des journalistes, des activistes et des citoyens. Et surtout dans une idée simple. À l'ère numérique, la vie privée n'est pas un luxe, c'est une serrure, et quand une serrure est assez solide, il y aura toujours quelqu'un pour demander « Pourquoi avez-vous besoin d'une porte aussi résistante ?» La vraie réponse est peut-être là. On n'utilise pas le chiffrement parce qu'on a forcément quelque chose de criminel à cacher, on l'utilise parce qu'une société libre doit permettre d'avoir une vie privée. Un journal intime, des sources journalistiques, des documents médicaux, des recherches sensibles, des souvenirs, des conversations et des secrets légitimes. TrueCrypt a disparu, ses créateurs restent dans l'ombre, Paul Leroux lui est devenu un personnage de roman noir, et VeraCrypt continue d'avancer avec ses forces, ses limites, ses audits et ses crises. Alors qui a tué TrueCrypt ? Peut-être que personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, dans cette affaire, le cadavre a laissé un héritier et l'enquête, elle, n'est toujours pas close. Si cette enquête dans les abysses de la cryptographie vous a passionné, abonnez-vous et laissez un like et dites-moi en commentaire votre opinion. TrueCrypt a-t-il été abandonné par fatigue ou saboté pour ne pas devenir une arme contre ses propres utilisateurs? A bientôt et d'ici là, choisissez de bons mots de passe parce que AZERTY 1, 2, 3, même avec une musique dramatique, ça reste AZERTY 1, 2, 3.